Production, les podcasteurs. Bonjour à tous. Avant de débuter l'épisode du jour, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je crois que vous connaissez les liens très forts que j'entretiens avec l'application de méditation en pleine conscience nommée Petit Bambou. Eh bien, grâce à leur confiance et à leur soutien, j'ai eu la chance de créer un programme à leur côté. C'est donc avec une immense joie que j'ai pu imaginer un programme exclusif vous invitant à explorer les facettes de l'audace à travers 12 séances. Chaque séance propose un chemin à travers une réflexion philosophique, une lecture inspirante et un temps de pratique. J'ai choisi ce thème parce que l'audace me semble être un sujet majeur. Et oui, qui n'a jamais rêvé d'être audacieux ? Lorsqu'on cherche le terme audace dans Google Images, on tombe sur des centaines de photos d'individus, les yeux fermés, en train de sauter d'une falaise pour parvenir de l'autre côté. L'audace serait donc ce curieux élan qui nous permet de faire des choses aussi folles que de sauter entre deux falaises sans vraiment savoir pourquoi, ni même si on va y arriver. Mais est-ce si simple ? Est-ce qu'il suffit de fermer les yeux pour s'élancer ? Que faire du risque de s'écraser, de la peur de mal faire, de la crainte de décevoir, de se décevoir ? L'audace n'est-elle qu'un synonyme de culot, de prise de risque insensée ? Ce programme est une invitation à honorer l'audace, ou plutôt nos audaces. En les décortiquant, en y posant un regard philosophique, nous nous exerçons à les solidifier, à leur donner la place que l'on désire. Ce n'est pas une obligation, ni une injonction, mais plutôt une proposition qui peut nous aider à mettre encore plus d'élan dans nos vies et au bout du compte, à oser être celui que l'on souhaite être. J'ai hâte de vous faire découvrir ce programme que vous pourrez trouver sur l'application Petit Bambou. J'y ai mis beaucoup d'amour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour. Oui, bonjour. Vous savez, je suis toujours Marie-Robert. Depuis maintenant plus de 3 ans, j'ai une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy ? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours comme nos nuits ? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien ? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre, elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi, durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble notre désormais traditionnel petit pas de côté. Qui ici ne s'est pas déjà senti à côté de la plaque ? Dans un dîner, dans un rendez-vous professionnel ou amoureux, face à un jeu de société ou face à un mécanisme qu'il faut réparer. La vie quotidienne éprouve notre intelligence et il n'est pas rare qu'elle la mette à l'épreuve. Que soudain, au-delà de notre agilité habituelle, de nos études, de notre culture ou de notre rapidité, on se sente soudain complètement idiot. Comme si notre esprit, notre cognition, ne parvenait plus à trouver le chemin pour réagir comme il se doit. Tout à coup, on bute, tout s'en mêle et on perd nos moyens. Pour ma part, ce sont les chiffres qui me dépossèdent. Aussitôt aperçu, je panique et mes facultés de raisonnement deviennent obscures. Alors, j'évite, je contourne, je délègue, je m'en remets à d'autres.
Mon métier de professeur m'a aussi conduit à interroger l'intelligence, les formes d'intelligence. Pourquoi un même concept va-t-il être compris en un éclair par certains et va devenir un enfer pour d'autres? Qu'est-ce qui change entre les deux? Une question de QI? Une question de confiance? Une question de bagage culturel? L'intelligence est-elle un don inné? Un cadeau des fées penché sur le berceau? Est-ce qu'elle s'entraîne? Est-ce qu'on peut la perdre? Et faut-il en parler avec un grand I? C'est à toutes ces questions, et à toutes celles qu'elles supposent, que je vous propose de consacrer l'épisode d'aujourd'hui. Alors d'abord, comme toujours, commençons par le commencement, et venons flirter avec l'étymologie de ce curieux mot. L'intelligence vient du latin inter, qui signifie entre, et de lego, qui désigne l'idée de ramasser, de recueillir. Au cœur de l'intelligence, il y a donc cette aptitude qui nous permet d'appréhender et d'organiser les données d'une situation. En somme, de créer des liens entre les choses pour atteindre un but. Jusqu'ici, tout va bien. En termes d'histoire de la pensée, l'intelligence est un sujet qui traverse les époques. Selon Platon, l'intelligence est l'activité qui permet d'acquérir la science. Et selon Aristote, l'intelligence est une faculté différente de la sensibilité, aussi bien que de l'opinion et de la raison. On distingue en général l'intelligence théorique d'un côté et l'intelligence pratique de l'autre. Les Grecs, en particulier, en font une faculté qui distingue l'homme de l'animal. La partie noétique de l'âme, chez Platon, l'intellect, chez Aristote, le logos, chez les stoïciens, qu'importe le nom, tous renvoient à la même idée, à savoir la supériorité humaine, ce par quoi on se distingue. Les hommes, contrairement aux animaux et à ceux qui s'y apparentent, sont pour les Grecs les seuls êtres capables de se poser et de formuler des questions métaphysiques. Cela étant dit, ce qui nous paraissait simple commence un peu à se compliquer. À la perspective étymologique, qui évoquait l'idée d'assembler des données dans un but bien précis, on ajoute désormais celle d'être capable de poser des questions, de s'interroger sur la vie et sur son sens. Pas tout à fait pareil que d'assembler les pièces d'un puzzle. C'est la raison pour laquelle Descartes souligne que si la raison est présente en tous les hommes, le progrès de l'intelligence, lui, requiert une méthode. Nous y voilà. Parler d'intelligence revient à se demander d'où elle vient, comment elle surgit dans les esprits. Et si le champ commence à se couvrir d'une légère brume, la question des origines va nous plonger, vous allez le voir, encore un peu plus dans le brouillard. Car finalement, d'où vient cette intelligence? Au XIXe siècle, le philosophe Félix Ravesson fait de l'habitude le destin de l'intelligence acquise. Tandis que peu après, Bergson, l'opposant à l'intuition, réduit l'intelligence à son sens pratique. L'intelligence de l'homo faber lui permet de découper le réel pour mieux l'utiliser. Au XIXe, toujours, on se met donc à traquer l'intelligence. C'est notamment ce que propose la phrénologie, cette science de l'esprit inventée par le médecin Franz Joseph Gall dans la Vienne impériale de la fin du XIXe. Dans ses écrits, il affirme que son intuition initiale est née de sa propre expérience. Ayant constaté l'excellente mémoire des mots manifestée par les élèves aux yeux un peu saillants, Gall fait alors l'hypothèse d'un lien de causalité entre la faculté mentale, en l'occurrence la mémoire, et un trait physique, en l'occurrence les yeux saillants. En adoptant le principe, alors contesté que le cerveau est l'organe de la pensée, il décide de vérifier si d'autres talents peuvent être reliés à des conformations crâniennes précises. En gros, à des bosses sur le crâne. Nous y venons à la fameuse bosse des maths. Débute alors une vaste enquête qui lui fait observer les animaux et les êtres humains,
se distinguant par des traits de caractère précis. Poètes, mathématiciens, philosophes, musiciens, acteurs, cuisiniers, mais aussi fous, voleurs, assassins. Dis-moi quelle est ta bosse, je te dirai quelle est ton intelligence. Cette approche de la phrénologie, qui peut certes faire sourire aujourd'hui, cherchait à saisir cette anguille insaisissable qu'est l'intelligence. Au XXe siècle, cette même intelligence devient un objet phare pour la psychologie. L'intelligence intéresse surtout les sciences cognitives, qui cherchent à l'appréhender, à comprendre ses liens avec l'inconscience et la conscience, mais elle intéresse aussi, bien sûr, le domaine de la pédagogie. Des figures fortes, comme Jean Piaget, vont se mettre à étudier le développement de l'intelligence chez l'enfant. On trouve aussi des théories, comme celle d'Howard Gardner, qui lui propose la théorie très populaire mais très controversée des intelligences multiples, considérées comme peu rigoureuses. On peut aussi parler de l'éthologie, qui, contrairement à la pensée grecque de l'Antiquité, considère justement qu'il y a une intelligence animale. Sans compter les avancées de l'intelligence artificielle, dont nous reparlerons un peu plus tard. Bref, vous l'avez compris, dans l'histoire de la pensée, l'intelligence avec un grand I devient un labyrinthe d'intelligence, pas toujours simple à saisir. Et face à ce flou, il est tentant de vouloir la catégoriser. C'est l'objectif du désormais très célèbre test de QI. Car au début du XXe siècle, il faut comprendre que le contexte de l'école primaire républicaine, gratuite et obligatoire, impulsée par le ministre Jules Ferry, crée une nouvelle attente à l'égard des psychologues. C'est ce que raconte notamment le professeur de psychologie du développement, Olivier Houdet, dans un numéro de la revue Le 1 Hebdo. Soudain, des milliers d'enfants rejoignent les bancs de l'école. Il devient donc urgent de dépister rapidement ceux qui souffrent d'un handicap intellectuel. C'est ainsi que le défi est relevé par le pédagogue Alfred Binet et le psychiatre Théodore Simon. Tous deux élaborent, grâce à de petits problèmes d'intelligence proposés aux enfants, la toute première échelle métrique de l'intelligence. On parle alors d'âge mental. Quelques années plus tard, le philosophe allemand William Stern s'appuiera sur ses travaux pour mettre en formule le fameux quotient intellectuel, dit QI. Et de son côté, le psychologue américain David Wechsler propose en 1939 un protocole encore en vigueur aujourd'hui, l'échelle de Wechsler. Il conserve la notion de quotient intellectuel, mais applique une mesure un peu différente qui met en jeu le raisonnement logique, le vocabulaire, la mémoire, la rapidité, etc. Les tests de QI se développent alors à une vitesse fulgurante, en particulier ces dernières années. Pensés pour établir une norme, les tests de QI servent non pas à mesurer l'intelligence, mais plutôt à donner une sorte de score à un test par rapport à des pairs du même âge et du même pays. Et voilà tout le problème. Vous l'avez peut-être compris. D'abord élaborés pour déceler des troubles de l'apprentissage, les tests de QI sont devenus une obsession, comme s'ils résumaient l'intelligence. On comprend pourquoi ils sèment la panique dans le monde contemporain. Car figurez-vous que depuis 2016, une étude publiée par 2 chercheurs américains, Richard Lynn et Edward Dutton, ont semé la panique. Leur thèse est assez simple à résumer. Nous serions de plus en plus bêtes, car justement, le fameux QI de nombreux pays occidentaux serait en train de dégringoler dangereusement. La France, notamment, aurait perdu 3,8 points en 10 ans. Catastrophe. Serions-nous donc tous devenus idiots aux grandes dames des Grecs de l'Antiquité? Mauvaise nouvelle pour un dimanche matin. Mais, vous me voyez venir. Les tests de QI, nous l'avons dit, aussi utiles soient-ils, sont soumis à d'importantes controverses.
D'abord, parce que la baisse de QI de 3,8 de l'étude Lin et Dutton repose sur un échantillon trop réduit de la population pour être significatif. Ensuite, parce qu'il faut se méfier de la pertinence de ce test et plutôt réévaluer l'usage qu'on en fait. À la question de savoir si le QI est capable de traduire la finesse, la subtilité folle de l'intelligence humaine, la réponse est non. L'illusion simplificatrice des chiffres ne doit pas nous berner. Ce qu'on évalue, je le répète, ce sont uniquement certains critères qui ne peuvent définir l'ensemble des capacités d'un individu. Le test de QI doit rester un outil de mesure à manier avec une certaine précaution. Et surtout, les tests de QI servent trop souvent à hiérarchiser les individus. Richard Lin, le chercheur ayant élaboré l'étude alarmante sur la baisse du QI, est aussi connu pour ses thèses racistes et sexistes. Et il se sert précisément des tests pour montrer que les scores moyens du continent africain ne dépassent pas 85, alors qu'ils sont aux alentours de 100 en Europe. Vous comprenez aisément l'idée qu'il y a derrière tout cela et la dangerosité du propos. Car une chose que nous n'avons pas mentionnée jusque-là est que l'intelligence, qu'elle soit, nous l'avons dit, la faculté d'assembler ou la faculté de se poser des questions, est toujours lue à travers un filtre culturel. Dans les cultures africaines, par exemple, on trouve plusieurs portes d'entrée pour définir l'intelligence. En manding, la langue de tradition orale parlée en Afrique de l'Ouest, notamment par les Bambara, l'équivalent du mot intelligence, qui se dit akili, se définit comme la faculté mentale qui distingue l'humain des autres animaux et qui lui permet de gérer au mieux ses rapports avec la société humaine et avec son milieu naturel. L'intelligence, ici, se manifeste par deux opérations. La première est tassi, qui consiste à réfléchir en faisant des déductions à partir des faits observés. La deuxième est miri, qui consiste à penser et induire des causes et des vérités générales à partir des faits observés. Les deux opérations sont complémentaires et conduisent à l'action. Tassi conduit à des actions efficaces à travers l'élaboration de stratégies, tenant compte de toutes les données. Miri conduit à des règles d'intervention générale et des plans d'action à long terme. Tassi permet la survie devant les difficultés, les solutions des problèmes brûlants, alors que Miri projette dans l'avenir et permet la créativité. Vous voyez ici se déployer à travers cet exemple la complexité de l'intelligence. En hébreu aussi, il y a bien des mots pour décrire l'intelligence et son immense amplitude. Il y a le mot « okma » qui signifie la force du quoi. Pour le dire simplement, c'est la sagesse de celui qui sait poser des questions. Il y a aussi « bina », une autre forme d'intelligence qui signifie en hébreu la capacité à lire entre les lignes, à faire des liens entre des textes et des mondes et des idées et des histoires. Et puis, il y a un troisième mode d'intelligence qui vient s'ajouter à Okma et à Bina, qu'on appelle en hébreu Dat, le savoir, qui selon les kabbalistes est une étrange combinaison de Okma et de Bina. Okma, Bina, Dat, interroger le monde, créer des liens et gagner ainsi en savoir. Évidemment, il y aurait bien d'autres exemples à donner, mais vous avez compris le principe. L'intelligence se comprend à travers un contexte de culture, d'époque, de situation, et surtout l'intelligence renvoie à des réalités différentes. André Gide résume cette idée en écrivant dans son journal « Il n'y a pas d'intelligence. On a l'intelligence de ceci, de cela. Toute intelligence est intelligence de quelque chose, non pas un instrument neutre, mais un mode
de notre rapport aux choses, plus délicat, plus subtil, plus complexe que les lourds tests qu'on prétend lui appliquer. Elle n'est pas un muscle qu'on va simplement évaluer, entraîner pour faire une sorte de performance, mais au contraire, elle est le nom de la curiosité qui nous anime. Faut-il alors renoncer à la définir ? Peut-être pas. Disons plutôt qu'il faut l'élargir. Étienne Klein, professeur de physique et de philosophie à l'École centrale de Paris, le résume ainsi. Imaginons que nous ayons toutes les données dont nous disposons aujourd'hui à propos de l'univers, mais que la théorie de la relativité générale d'Einstein n'ait pas été découverte. Un algorithme d'intelligence artificielle serait-il capable, par une sorte d'induction permettant de passer des données empiriques aux lois, de découvrir les équations d'Einstein ? La réponse, à ce jour, est non. Comme ensorcelés par notre puissance cérébrale, nous éprouvons du dédain pour l'intelligence des mains et le génie du corps agissant. N'est-il pas temps de reconnaître que penser, c'est aussi être attentif à ce que l'on fait, mettre la main à la pâte ? Et voilà, à travers les mots d'Étienne Klein, que se précise notre grande affaire. L'intelligence est une manière de vivre, de toucher, de sentir, d'évaluer avec tout son être. Pas juste une faculté, mais au contraire, il n'existe pas une intelligence, mais des intelligences qui sont rarement commensurables les unes aux autres, qui sont surtout impossibles à hiérarchiser. Que sont les nombres sans les mots? Que sont les capacités de raisonnement sans le cœur? Que sont les émotions sans leur organisation? À quoi servent nos pieds sans nos mains? Étienne Klein ajoute: pourquoi ne pas simplement prendre acte qu'il existe un écart entre les différentes formes d'intelligence, puis les apprécier ensemble sans que l'une s'incline ou s'efface au profit d'une autre? Bref, intelligence multiple, intelligence générale, intelligence consciente, intelligence inconsciente, intelligence logico-déductive, intelligence créative, etc., etc. Qui est intelligent? L'intelligence échappe à toute forme de catégorie. La seule chose certaine est qu'il nous faut un cerveau en action. Et l'action n'est pas une simple réponse à un stimuli. C'est, nous l'avons dit, une forme de présence aux choses. Il faut donc de l'observation, de l'imitation, la possibilité de divaguer, celle de questionner, celle de dormir pour infuser. L'intelligence n'est pas une performance. Le neurologue Lionel Nakache explique que l'intelligence est un mélange d'inné et d'acquis, et qu'à l'exception de maladies monogéniques graves, le poids de l'acquis est 1000 fois plus important que celui de nos gènes. L'importance de la plasticité cérébrale et l'importance de nos interactions sont donc des données fondamentales. Pour résumer, nous ne sommes pas intelligents par nature, mais nous le devenons ensemble, au contact de la réalité, au contact les uns des autres. Grâce à la miraculeuse intelligence collective, plus précieuse encore que notre intelligence individuelle. Vous vous souvenez de ce moment où vous étiez enfant et où vous aviez vraiment envie de gagner à la balle aux prisonniers? Vous vous rappelez des stratégies que vous montiez avec votre équipe? Ces fulgurances de génie, cette confiance en l'autre, vous à gauche, l'autre à droite, dans une parfaite chorégraphie? C'est la même capacité qui est mobilisée durant un match de foot, dans un orchestre, mais aussi au sein de n'importe quel groupe d'enfants ou d'adultes réunis autour d'un projet ou d'un défi. Chacun s'active, y va de sa compétence, participe à l'avancement global. C'est une démonstration d'intelligence collective, vivante, créative, immédiate. Un spectacle rare. Pas un affrontement de cerveaux brillants, mais une véritable mise en commun. Ce miracle du nous est visible chez les fourmis et les abeilles. Mais surtout, l'histoire de notre humanité repose sur ce type de dispositif.
Le langage, les techniques, la politique, la culture n'existent qu'à travers cette dynamique d'intelligence collective. Car savoir utiliser une fourchette s'apprend en regardant les autres, et l'amélioration de cette même fourchette dépend d'expériences vécues en commun. À présent, vous le savez, non seulement l'intelligence se caractérise par une infinie de multiplicité, mais en plus elle gagne en puissance quand nous mettons nos intelligences en commun. Ces 2 points sont-ils suffisants pour ne pas redouter l'arrivée de l'intelligence artificielle ? Je l'ignore. Mais tout de même. L'année dernière, le Média Brut m'a demandé de corriger une copie de philosophie rédigée par ChatGPT. Pour rappel, ChatGPT est le nom donné à ce qu'on appelle un agent conversationnel qui utilise l'intelligence artificielle. Il est capable de générer des textes argumentés et également d'imiter des conversations entre humains. En somme, il s'agit d'un algorithme qui calcule la suite la plus probable d'un texte. Il peut produire des dissertations de philosophie, des articles, des romans, voire une recette de cuisine. Autant dire que des dissertes, j'en ai corrigé un bon paquet dans ma vie. Certaines plus ou moins heureuses, plus ou moins pertinentes, plus ou moins pompées sur des corrigés en ligne. Mais bien que variables en termes de qualité, tous ces devoirs avaient été produits par des humains. Alors évidemment, c'est avec un certain frisson que j'ai pris mon stylo rouge pour tenter de comprendre le raisonnement élaboré par une machine. Malgré une absence de citation, un manque cruel de nuances et une structure bien trop rigide, ma première remarque fut, je dois l'avouer, que ce n'était pas si mal. C'est-à-dire pas suffisamment mauvais pour que je sois rassurée sur l'avenir de la discipline. C'est donc avec un mélange de fascination et d'effroi que j'ai terminé l'exercice, me demandant sincèrement ce que nous allions faire pour le monde à venir, pour ces générations qui n'auront pas à connaître l'effort du raisonnement. Oui, mais voilà, après quelques minutes de désarroi où j'ai senti ma transmission s'engluer dans le défaitisme, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres enjeux qu'il ne fallait pas sous-estimer. Une intelligence artificielle produit du contenu. Elle alimente des lignes qu'elle peut rendre plaisantes, utiles, sensées. Elle colle des mots les uns après les autres, selon une logique probabiliste. Cependant, elle ne produit pas d'analyse alambiquée, pas de récit qui retourne le ventre, pas de sensibilité nue, pas d'émotion sauvage, rien de ce qui fait la splendeur et la décadence de notre fragile intelligence humaine. Voilà ce qu'il nous reste à transmettre, nos fragments d'humanité. Au bout du compte, n'est-ce pas la vie et ses expériences qui nous rendent intelligents ? N'est-ce pas la somme folle de nos défis, de nos embûches, de nos déboires qui nous rend intelligents ? J'ai pour ma part envie d'y croire. Et la prochaine fois que je me sentirai nulle face à des chiffres, qui sait, peut-être que l'envie me prendra de demander de l'aide ou d'en faire une poésie. Avant de vous quitter, je vous propose ces quelques mots de Paul Valéry dans son livre « Bilan de l'intelligence » en 1935. Je m'excuse et je m'accuse de rêver quelquefois que l'intelligence de l'homme s'écarte de la ligne animale, pourrait un jour s'affaiblir et l'humanité insensiblement revenir à un état instinctif, redescendre à l'inconstance et à la futilité du singe. Elle serait gagnée peu à peu à une indifférence, à une inattention, à une instabilité que bien des choses dans le monde actuel, dans ses goûts, dans ses mœurs, dans ses ambitions manifestent ou permettent déjà de redouter. Et je me dis, sans trop me croire, toute l'histoire humaine, en tant qu'elle manifeste la pensée, n'aura peut-être été que l'effet d'une sorte de crise, d'une poussée aberrante, comparable à quelqu'une de ces brusques variations qui s'observent dans la nature et qui disparaissent aussi bizarrement qu'elles sont venues. Il y a eu des espèces instables, des monstruosités de dimensions, de puissance, de complications qui n'ont pas duré. Qui sait si toute notre culture n'est pas une hypertrophie, un écart, un développement insoutenable qu'une ou 2 centaines de siècles auront suffi à produire et à épuiser.
En espérant que Paul Valéry se trompe, je propose pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin de lire le brillant livre de Daniel Handler nommé « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme » ou encore de découvrir le documentaire « Demain, tous crétins » de Sylvie Guillemane et Thierry Delestrade. Je vous souhaite de faire confiance à la vie pour vous rendre plus intelligent encore. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.